De 2001 à 2003, 3 films changent à jamais la face du cinéma. 3 films monumentaux, une trilogie qui est considérée par beaucoup comme étant l'œuvre la plus ambitieuse du cinéma moderne, Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est un défi incroyable, relevé haut la main par un Peter Jackson virtuose, qui n'a jamais sacrifié son cinéma et qui a livré près de 10 heures de grands spectacles plébiscités par le public et par la critique. Ces 3 films monstrueux, connus et appréciés, même j'ai envie de dire de tous, ouais, mais c'est aussi des films qui auraient bien pu ne jamais exister. Parce que bien avant Peter Jackson, le cinéma, il a longtemps convoité l'œuvre de Tolkien. Et des adaptations, on en parlait dès 1957. En 1957, il y avait un projet de dessin animé Le Seigneur des Anneaux que Tolkien aimait beaucoup, il a même participé à des réunions de réécriture. Vraiment, il était assez chaud avant que le projet ne soit abandonné en 1959, faute de financement. On connaît tous l'autre projet d'adaptation un peu foufou avec les Beatles à la fin des années 60, avec Paul McCartney en Frodon et John Lennon en Gollum. Je veux dire, ça c'est peut-être l'anecdote la plus connue sur Le Seigneur des Anneaux, donc c'est pas le film dont on va parler aujourd'hui. Non, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est une autre idée d'adaptation, parce que à un moment, Le Seigneur des Anneaux était sérieusement envisagé comme un espèce de gros trip mystique médiéval ultra sexuel, ultra typé dans les années 70s, un projet titanesque, complètement halluciné et assez hallucinant, qui est ultra marqué par son époque, un film ultra violent et ultra mystique, complètement à contre-courant de l'image qu'on se fait aujourd'hui de la Terre du Milieu. Cette adaptation prévue au milieu des années 70, c'était Le Seigneur des Anneaux par John Boorman. Pour comprendre la jeunesse de ce projet un peu fou, faut le replacer dans un contexte très précis, celui du début des années 70. Suite aux révolutions artistiques et cinématographiques qui ont secoué l'Europe, avec notamment la nouvelle vague, arrive le nouvel Hollywood, et ça c'est un moment un peu unique où les studios, qui sont fragilisés par la télévision et par les mutations culturelles, laissent une liberté inédite aux cinéastes. C'est une époque où des films comme Easy Rider par exemple, redéfinissent complètement les règles du jeu, où l'auteur devient vraiment une figure centrale, et où l'ambition artistique peut, et ça c'est un peu nouveau à Hollywood faut le dire, primer sur la logique purement commerciale. D'ailleurs, en parlant de commercial, si vous aimez le ton de cette vidéo, vous voyez où je veux en venir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, toutes les vidéos sont dans ce ton-là. Et on est très actifs, bref. Le contexte des années 70, il est posé. Mais quel rapport avec Le Seigneur des Anneaux qu'on intercut, me direz-vous? J'y viens. Parce que Le Seigneur des Anneaux est largement considéré par United Artists, un énorme studio américain qui produit les plus gros blockbusters de son époque, et qui voit dans l'œuvre de Tolkien un potentiel énorme. Mais ils ont aussi conscience que on est sur un gros projet, donc il faut un réalisateur solide, quelqu'un qui soit capable de porter un projet aussi démesuré. Donc, on démarche, on appelle Stanley Kubrick, on appelle David Lean, on appelle même Antonioni, et tous refusent face à l'ampleur de la tâche, parce que c'est pas un projet qui se sente réellement, tous vont refuser. Alors on va se tourner vers un cinéaste qui vient de réaliser l'un des films les plus lucratifs de l'année 1972, John Boorman, qui a tout fait péter avec Délivrance. You get better than that, boy. You get better than that. Come on, squeal! Squeal! Et pourtant, Délivrance, c'est pas le genre de film hyper bankable et box-office friendly, Je veux dire, c'est un film ultra violent, un film sec, un film extrême, qui pose quand même un regard très adulte sur la mort, sur la violence, sur la haine et sur la vengeance, et qui aborde très frontalement toutes ces questions d'une façon qui a évidemment beaucoup influencé les survival qui suivirent. Et c'est dans ce contexte que John Boorman est approché, et à la base, lui, c'est pas le candidat évident. En fait, j'irais même jusqu'à dire que quand on l'appelle pour adapter Les Seigneurs des Anneaux, lui, il est un peu en mode « ouais, je sais pas ». Lui, en fait, sa grande passion, ce qu'il a en tête depuis des années, c'est d'adapter la légende arthurienne. Il est obsédé par les mythes, par les récits fondateurs, par la quête du Graal, par Excalibur, etc. Le Seigneur des Anneaux, ça l'intéresse, mais c'est pas son projet de rêve, c'est pas son grand fantasme. Il accepte pourtant, presque par défi, et en trouvant dans l'œuvre de Tolkien quelques similitudes avec les mythes fondateurs et la légende arthurienne, ce qu'il chauffe quand même. Et c'est là que tout va basculer, parce que évidemment, une fois qu'il a accepté le projet, il faut livrer un script. Et la vision de John Boorman n'a rien à voir avec celle qu'on connaît du Seigneur des Anneaux aujourd'hui. En fait, il va pas adapter Tolkien au sens classique. Il veut vraiment le réinterpréter, en faire une œuvre très personnelle. Sauf que, est-ce que la personnalité de John Boorman colle avec la personnalité de Tolkien ?
Pas forcément. Bref, toujours est-il qu'il se lance avec son pote Rospo Pallenberg dans l'écriture d'un script de 2h30. Et si on se plonge très concrètement dans ce script, la première chose qui frappe, c'est évidemment, rien à voir avec celui de Jackson. D'abord dans sa structure même, parce que vraiment, Boorman va adapter l'entièreté des 3 bouquins en un seul film. Un film de 3h, 3h30 maximum, avec entr'acte, comme ça se faisait beaucoup dans les grandes fresques hollywoodiennes. Et surtout, il veut faire du Seigneur des Anneaux une espèce de réinterprétation mythologique, ultra sensorielle et presque abstraite, et surtout complètement dans la veine de Boorman, que ce soit dans son rapport au sexe, à la violence, enfin vraiment, vous allez voir, je vais détailler avec des exemples très concrets, ça aurait été quelque chose, hein. En gros, lui, ce qui l'intéresse chez Tolkien, c'est de trouver, en fait, une base un peu archaïque, vraiment médiévale, sale, très mystique aussi, notamment avec Galadriel, qui devient chez Boorman une figure sensuelle, hyper érotique et hyper inquiétante. Frodon passe sa vie à être traversé par des visions hyper ambiguës que n'aurait pas renié un certain Ken Russell. Le Conseil d'Elrond, vous voyez la fameuse scène du Conseil d'Elrond avec tous les chefs de rang, là où la communauté de l'anneau se forme. Là, c'est une séquence quasi expérimentale, quasi muette, où ça danse, où ça crie, où ça chante. C'est vraiment un rituel médiéval qui met en scène, une sorte de grande cérémonie qui retrace toute la création des différents anneaux. To tell the whole story in one film. And John Boorman was the only other project that ever came close to happening, despite many that were talked. One ring to rule them all. Et dans son script, Boorman propose aussi des références psychologiques ou sexuelles totalement absentes du livre de Tolkien. Galadriel, c'est le personnage le plus frappant pour ça. Vous inquiétez pas pour ça, Galadriel pécho Frodon. Et l'idée de Boorman dans tout ça, c'est d'inscrire vraiment le Seigneur des Anneaux dans sa filmographie. C'est au Seigneur des Anneaux de s'adapter à lui et pas l'inverse. Et lui, il veut vraiment faire l'un des plus gros blockbusters de son époque. Et il y a des plans hyper ambitieux, je vais en détailler un, vous allez voir, c'est dingo. Il livre un récit qui est dense, très ambigu, bien plus ambigu que le manichéisme assumé chez Tolkien. Un récit très violent aussi. Et il met des petites indications de mise en scène. Et parmi ces indications de mise en scène, il y a des choses... Faut y aller. Il imagine notamment un travelling aérien ininterrompu de plusieurs minutes, traversant toute la terre du milieu, du Mordor jusqu'à la Comté, ce qui nécessite, il le dit, la construction d'une maquette gigantesque qui occuperait un plateau entier d'Hollywood pour des semaines. C'est la folie des années 70 et on est à milieu du numérique. Boorman, et je trouve ça assez louable, veut que tout soit vrai, tout soit palpable, tout soit concret, tout soit fait main. Il veut beaucoup de construction et il veut que tout fasse vraiment très médiéval, sale, genre la chair et le sang de Paul Verhoeven, c'est ça l'idée. Mais tout ça c'est bien gentil, mais quand ton réal te met des plans comme ça toutes les 2 pages, ça facilite pas la faisabilité du tintouin. Et en plus de coûter cher, son script a quand même un rapport très particulier à la violence qui fait que il aurait été très difficile à vendre. Parce que contrairement à l'image fantasy familiale qu'on associera plus tard au Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, Boorman, non, là c'est vraiment un film brutal et barbare, quoi. Les combats ils sont sanglants, les corps sont déchirés, la guerre c'est pas esthétisé, t'as pas Gimli et Legolas qui s'amusent à tirer des flèches et à compter le nombre d'orques qui vont buter, y a pas le temps pour ça. Là c'est physique, là t'es en danger tout le temps, là vraiment t'as des corps démembrés de partout, et cette approche qu'on trouvera plus tard dans Excalibur et qui est typique du cinéma de Boorman, je veux dire on se souvient tous des scènes globalement assez sadique de Délivrance par exemple. C'est cohérent dans un film de Boorman, mais dites-vous que dans l'imaginaire collectif, Le Seigneur des Anneaux, c'est plutôt bon enfant. Je veux dire, les autres adaptations tentées étaient tous des dessins animés, à part les Beatles qui proposaient d'en faire un petit trip funk pop coloré. C'est pas du tout ce que propose Boorman ici, quoi. Et ça, c'est palpable dans le découpage, dans la manière qu'il a de filmer les corps, même dans la caractérisation des héros. Je veux dire, Aragorn, c'est un barbare, c'est un tueur barbare, c'est vraiment une figure brutale, ultra virile, très loin du héros noble, charismatique et nostalgique de sa royauté qu'on connaît. Faut vous dire qu'on est sur un Moyen-Âge poisseux, organique, qui est vraiment dans la boue et le sang, quoi. Et enfin, dans les spécificités de ce Seigneur des Anneaux-là, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que Boorman, et c'est intéressant et c'est très parlant aussi, Boorman
envisage déjà des difficultés techniques sans trop avoir de solution à apporter. Il anticipe des difficultés. Par exemple, le Hobbit, Boorman n'aura jamais vraiment tranché entre comment les représenter. Il n'y a pas le numérique, il n'a pas envie de faire des effets spéciaux, ça l'intéresse moyennement, en tout cas il veut du fait main, il veut du concret sur le plateau, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend des enfants qu'on maquille? Est-ce qu'on met des adultes de taille normale mais dans des décors surdimensionnés? Il n'y a pas de réponse immédiate, on sait pas comment il aurait fait, rien n'est vraiment fixé, et ça, c'est peut-être une preuve que malgré le génie d'un réalisateur, la technologie et l'univers des années 70 et ce qui était possible de faire à l'époque n'étaient pas encore prêts pour rendre une adaptation du Seigneur des Anneaux en live crédible à cette époque. D'où les précédentes adaptations qui étaient du pur dessin animé. Et c'est précisément là du coup que le projet devient problématique pour les studios, évidemment. Parce qu'en plus de coûter extrêmement cher et d'être assez radical, ce Seigneur des Anneaux n'est pas vendable. Auprès du grand public, c'est pas vendable. C'est une œuvre d'auteur radicale, potentiellement incompréhensible pour le grand public. C'est un film très très cher, avec des effets spéciaux nécessaires partout, avec des décors construits parce que Boorman insiste, avec des costumes, avec une logistique énorme, enfin, tout explose, quoi. Et il faut vous dire que ça, c'est une époque où la fantasy n'a encore aucun modèle, aucun grand succès économique représentatif. La fantasy n'est pas encore le genre qui a un peu explosé dans les années 2000-2010. Il n'y a aucun précédent qui garantit un succès. Donc investir autant d'argent dans un projet aussi risqué, ça se complique, hein. Ça se complique sérieusement. C'était vraiment un film très très cher et il s'inquiétait de savoir en fait s'il y avait vraiment un public pour un film de fantasy comme ça. Et en plus, ça coïncidait avec un moment où Unity l'artiste était vraiment dans une mauvaise passe. Donc Boorman et Pallenberg, ils abandonnent pas. Ils réécrivent, ils continuent, ils enrichissent le scénario, ils bossent, mais en fait, vous voyez ce que c'est quand vous avez une idée claire à la base et que vous avez des retours ou que vous voyez que ça dure, en fait, plus vous en rajoutez, plus vous dénaturez votre projet de base. C'est un petit peu ce qui se passe apparemment ici. Parce qu'ils sont de moins en moins fiers de leur scénario. Le scénario commence à avoir il fait 700 pages, le scénario, faut se rendre compte. Il est de plus en plus long, mais paradoxalement, de moins en moins clair. Le projet s'enlise et l'inévitable arrive. Après plusieurs années de développement, le projet est tout simplement abandonné. Officiellement pour des raisons budgétaires, officieusement parce qu'il était aussi beaucoup trop étrange, beaucoup trop personnel, beaucoup trop ancré dans la carrière de son cinéaste, en fait juste trop éloigné des attentes du marché. Mais attendez, parce que là où c'est assez fascinant, l'histoire elle s'arrête pas là. Vous le savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cet échec, il marque pas la fin du projet, parce que tout ce que Boorman a imaginé Tolkien va ressurgir ailleurs, notamment dans Excalibur, son Excalibur qui sortira quelques années plus tard, et qui apparaît comme une sorte de version condensée et réadaptée de ce Seigneur des Anneaux avorté. Les armures brillantes, les paysages brumeux, la violence, le mysticisme, tout y est. Il y a même une séquence qu'il avait écrite où Gandalf piège des ennemis dans la glace, et ça, il réutilise exactement les mêmes plans qu'il a prévus pour Merlin qui est emprisonné dans un cristal dans Excalibur. Donc le Seigneur des Anneaux version Boorman n'a jamais existé et pourtant il a eu un réel impact. Je vais détailler pourquoi, parce que vous voyez avec l'effet papillon ça peut être assez énorme. Sans lui, Excalibur n'aurait pas été le même film, ça c'est une certitude. Et sans Excalibur, la fantasy au cinéma n'aurait peut-être pas forcément trouvé sa place comme elle l'a trouvé au milieu des années 80, parce qu'Excalibur c'était un des premiers gros succès du genre, en plus d'un triomphe aux Oscars, au Festival de Cannes, etc. Je veux dire, sans Excalibur, des films comme Willow ou Legend n'auraient peut-être jamais vu le jour, et sans cette espèce de petit âge d'or de la fantasy. Et qui vous dit que Peter Jackson aurait eu un feu vert pour produire son adaptation du Seigneur des Anneaux ? Je veux dire, à plus long terme, même la trilogie de Peter Jackson doit d'une certaine manière son existence à ces tentatives avortées mais qui ont préparé le terrain. Et je trouve que quand on voit les choses comme ça, c'est quand même assez fascinant. Donc, même à une époque réputée plus libre, c'est-à-dire le milieu des années 70, John Boorman allait trop loin avec son Seigneur des Anneaux, beaucoup trop loin. Et même si le script de Boorman est visible en partie sur internet, si quelques séquences sont souvent citées, comme je l'ai dit, notamment la séquence du travelling interminable sur toute la Terre du Milieu, c'est impossible d'affirmer que le Seigneur des Anneaux de John Boorman n'aurait pas été un désastre. Parfois même son réalisateur semblait le prévoir avec quelques difficultés techniques sur lesquelles il n'avait pas de solution en fait. Peut-être qu'en fait c'est mieux que Boorman ait transvasé toutes les idées qu'il avait dans Excalibur, qu'il ait pu aller au bout de ses idées sans devoir faire avec un matériau pas forcément adapté à ce qu'il voulait faire à la base. Parce qu'une fantaisie mystique, adulte, dérangeante, n'a pas forcément besoin de Tolkien en vrai. Et il faut le dire, ce film était un peu condamné dès le départ, mais il a eu, mine de rien, un sacré impact. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui du film Le Seigneur des Anneaux, qu'on ne verra jamais.